Donc, bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous pour les Midi Conservation des réseaux de milieux naturels protégés. Je m'appelle Charlotte Asselin-Léger. Je suis agente de liaison pour la RMN. Puis, je vais être votre animatrice pour le webinaire aujourd'hui. Bienvenue dans notre salle virtuelle. Pour ceux qui ne connaissent pas le RMN, ils sont un peu moins familiers avec eux. On est un organisme à but non lucratif, en fait, qui a pour objectif de protéger l'environnement pour le bénéfice de tous, en soutenant principalement et en encourageant la conservation volontaire des milieux naturels en terre privée au Québec. On regroupe environ 70 membres qui sont principalement des organismes de conservation, puis on a plus d'une centaine de partenaires, et d'autres organismes pour les appuyer. La RMN organise cette série de webinaires mensuels-là depuis 2015 déjà, donc c'est dans l'objectif de renforcer les compétences des acteurs de la conservation. Via le partage des bons coups et des meilleures pratiques ou pour parler de l'actualité en lien avec la conservation en général. Donc, quelques notes avant de commencer le webinaire. Comme vous pouvez voir, en ce moment, tous vos micros et vos caméras sont fermés. Ça va rester comme ça pour éviter l'interférence durant la présentation. Si vous avez besoin de quelques précisions sur un propos pendant le webinaire, comme j'ai dit tantôt, ça va être possible d'utiliser la fonction chat. Donc, juste écrire vos questions, puis à la fin de la présentation, je vais pouvoir les relayer à notre présentatrice Mélanie. Donc, ça va être vraiment à la fin qu'on va pouvoir répondre aux questions. La présentation devrait durer une trentaine de minutes, peut-être un petit peu plus aussi. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous la directrice générale d'Agiro, qui vient nous parler des Marais du Nord, un milieu humide exceptionnel qui est ouvert pour divers usages. Et elle va nous expliquer un peu comment l'organisme assure sa gestion et sa mise en valeur. Donc, avec nous aujourd'hui, Mélanie Deslongchamps, directrice générale d'Agiro, comme je viens de dire. Mélanie est diplômée de l'Université Laval en gestion du développement touristique et elle a également suivi des formations universitaires en développement durable. Agiro est sous sa gestion depuis 2001 déjà, donc ça fait, félicitations Mélanie, ça fait un sacré bout. Et Agiro, c'est devenu un acteur incontournable dans la région en ce qui concerne la gestion de l'eau, la protection de l'environnement, la protection des milieux naturels. Pardon. Elle s'agit également au comité exécutif de l'organisme des bassins versants de la capitale et est membre fondatrice de Capital Nature et d'Action Transition. Donc, sans plus tarder, on va commencer la présentation. Je suis très heureuse de vous présenter Mélanie avec sa grande excellence qui va nous partager un beau cas de réussite et un super exemple que je suis certaine va nous inspirer, va en inspirer plus d'un. Donc, à toi la parole, Mélanie. Bonjour à tous. Merci à toi, Charlotte, pour la présentation. Je veux juste m'assurer que vous voyez bien mon écran. Là, on l'avait partagé. Donc, s'il y a quelque chose, faites-moi signe si vous ne voyez pas mon écran. Donc, au niveau de l'organisme Agiro, je vais prendre un petit moment là, pour présenter notre organisme. C'est un organisme qui a plus de 40 ans, qui a été fondé par les citoyens de Lac-Saint-Charles, qui étaient tout près de, dans le fond, c'était beaucoup des riverains à ce moment-là qui voulaient protéger leur lac. Puis, en fait, au fil du temps, l'organisme a beaucoup évolué. Puis, je vais vous présenter un peu le travail qu'on fait maintenant. Donc, Agiro fait beaucoup de suivi de qualité d'eau. Donc, on dit connaître, là, on fait un programme de suivi de qualité d'eau dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles depuis une bonne dizaine d'années. Puis, ce programme-là sert à déterminer c'est quoi les priorités, puis c'est quoi les problèmes dans ce territoire pour décider finalement c'est quoi les actions qu'on devrait faire pour améliorer la qualité de l'eau. Rappelons que le lac Saint-Charles est la réserve d'eau potable pour 300 000 personnes de la région de Québec. Donc, c'est sûr que c'est important de protéger ce milieu-là qui est aussi d'une grande richesse. On fait aussi la restauration de milieux naturels. On reboise, on travaille avec les riverains, mais on reboise aussi des milieux naturels que soit la Ville de Québec a acheté ou qu'on a des partenariats avec différents partenaires. Donc, vous pouvez constater qu'il y a notamment aussi des projets en gestion des plantes exotiques envahissantes qui sont faits aussi. On a protégé et mettre en valeur, donc les marais du Nord, je vais vous en reparler. C'est une des choses que l'on fait. Là, on a acheté des terrains, on les a protégés, mais aussi, on travaille, on collabore avec la Ville de Québec sur leurs terrains. Donc, vous allez en apprendre un peu plus lors de la présentation. Puis aussi, on fait beaucoup un volet de sensibilisation des citoyens
dans plein de sphères. Puis, en fait, aujourd'hui, je vais travailler avec une carte narrative pour faire la présentation. Souvent, les gens ont des présentations PowerPoint, mais moi, je vais utiliser un outil qui est un outil de Esri. Si vous allez sur notre site Internet, vous allez aller dans Apprendre, aller dans Carte narrative, et là, vous allez découvrir qu'il y a une foule de cartes narratives. Et aujourd'hui, je vais vous présenter celle sur les marais du Nord qui explique, dans le fond, qu'est-ce que c'est les marais du Nord, mais aussi l'historique, qu'est-ce qu'on peut y voir, etc. Là, je ne vais pas passer à travers toute la carte narrative puisqu'elle est très longue et vous pourrez à votre loisir d'aller la voir, mais je vais utiliser certaines informations puis vous montrer comment ça fonctionne. Donc, c'est aussi un outil que j'aime bien partager et expliquer puisque c'est un nouvel outil depuis quelques années d'Esri qui est vraiment très utile pour faire de la vulgarisation. Donc, je commence à vous expliquer qu'est-ce que les marais du Nord. Donc, vous voyez déjà un peu quel genre de milieu c'est. Puis, la petite histoire, dans le fond, des marais du Nord, elle commence du fait que c'est un milieu qui est un peu artificiel parce que dans le fond, il y a un complexe de milieux humides tout au nord du lac Saint-Charles, mais il faut dire que le lac Saint-Charles, c'est une réserve d'eau potable, donc c'est un réservoir d'eau et que on a construit à 2 reprises des barrages et on a élevé le niveau du lac Saint-Charles. Donc, en élevant le niveau du lac Saint-Charles, on a créé, en fait, on a inondé des terres puis on a créé ce qu'on connaît aujourd'hui des marais du Nord. À 2 reprises, comme je disais, là, on a rehaussé le niveau. Donc, on peut voir là, les lignes là, de rehaussement. Qu'est-ce que le lac Saint-Charles était au tout début? C'était en orange. Ensuite, on a continué à inonder avec les lignes jaunes en 1930 et on a fini avec ce que l'on connaît aujourd'hui. C'est depuis 1950 que le lac Saint-Charles a sa forme actuelle. Donc, ceci étant dit, maintenant, qu'est-ce que les marais du Nord? En fait, au moment où on a inondé justement ces terres-là, la Ville de Québec a dû acheter des propriétés riveraines, mais aussi les zones inondables, puisqu'elle voulait se donner un droit de pouvoir inonder tous ces terrains-là. Donc, ils ont pu acheter tous les secteurs que vous voyez là en gris-bleu. Et puis, ils sont assurés en faisant ça, d'assurer un maintien des services écologiques. Dans votre tête, peut-être que c'est normal qu'ils aient fait ça. Il faut aussi comprendre qu'à l'époque, la Ville de Québec, c'était le centre-ville de Québec. Là, quand, maintenant, on connaît les fusions, puis la Ville de Québec est quand même étendue, puis ça comprend plein de secteurs. Mais à l'époque, la Ville de Québec, c'était le centre-ville de Québec, puis on était vraiment à l'extérieur du territoire. Puis, en plus, les terrains qui sont là, en grande partie, sont sur le territoire de la municipalité de Stoneham et aussi de la ville de Lac-de-L'Âge. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Donc, il y a eu ces terrains-là qui ont été achetés, comme je disais, pour la protection dans le cadre de la protection du lac Saint-Charles. Mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est qu'il y a eu des pressions pour les terrains du secteur de la baie Charles-Talbot. Et là, l'organisme et les citoyens du secteur se sont mobilisés pour dire, mais non, on ne veut pas ce développement-là. Il y avait un développement récréo-touristique qui planait là, autour de ce secteur-là. Donc, il y a eu mobilisation, puis il y a eu acquisition des terrains en partenariat avec la Fondation de la Faune du Québec. Donc, il y a eu de l'acquisition dans ce secteur-là autour de 91 et 98. Puis, il y a eu une autre acquisition dans le secteur, là, on dit du lac Savard, qui a eu lieu autour des années 2005-2008. Donc, par 2 reprises, il y a eu de l'acquisition, puis il y a encore des discussions pour faire de l'acquisition, pour augmenter la superficie de terrain des marais du Nord. Présentement, on est à 2,8 km² de territoire, incluant les terrains de la Ville de Québec et ceux de notre organisme Agiro. Mais éventuellement, le souhait est comme de continuer à pouvoir acquérir puis d'assurer la préservation de ce milieu naturel-là. Aussi, fait intéressant à savoir, en 2002,
les terrains de ce secteur-ci ont été une des 3 premières réserves naturelles en milieu privé au Québec. Là. On peut voir sur cette photo-ci à l'époque avec des gens de Canard Unité de conservation de la nature et le président de l'époque d'Agiro qui ont été, dans le fond, qui ont été à la remise des certificats là, pour les premières réserves naturelles. Donc, c'était quand même une fierté pour notre petite organisation à l'époque d'être à côté des gens comme de Canard Unité et de conservation pour l'annonce des premières réserves naturelles en milieu privé. Donc, en 2002, comme je disais, c'était le début de cette aventure-là comme réserve naturelle. Je vais quand même parler un petit peu encore des réserves naturelles puisque on est en train de travailler avec la Ville de Québec et le gouvernement du Québec pour faire que tous les terrains de la Ville de Québec aussi là, soient des réserves naturelles en milieu privé. Présentement, c'est seulement les terrains qui appartiennent à notre organisme qui le sont, mais le gouvernement ayant ouvert la porte là, à ce que les terrains municipaux deviennent aussi des réserves naturelles, maintenant, en fait, on travaille là, depuis quelques années. C'est long parce qu'il y a plein d'embûches, mais on va y arriver là, pour éventuellement avoir tous les terrains de la Ville de Québec là, qui ont une valeur écologique en amont de la prise d'eau. On souhaite qu'ils soient aussi mis en réserve. Si on regarde plus précisément qu'est-ce qui a été fait, on disait, ça fait longtemps que je suis dans l'organisation. En fait, j'ai été engagée, là, on l'a dit dans ma formation, la petite histoire, c'est que j'ai une formation en gestion du développement touristique. Donc, j'ai été engagée pour développer les Marais du Nord. En fait, dès le départ, quand je suis arrivée, il y avait déjà un sentier de 1,4 km avec un petit stationnement, c'était tout. Puis, on me demandait, de le fond, de développer une offre touristique que les gens puissent venir passer une demi-journée chez nous à pouvoir faire des activités. Donc, la mise en valeur s'est faite autour de entre 2000 et 2005, où là, vraiment, les travaux en fait, on a fait un plan de mise en valeur, on a déterminé qu'est-ce qu'on voulait faire, on a fait des sentiers, mais on a aussi installé des panneaux d'interprétation et bien d'autres choses que je vais vous présenter. Donc, si vous voyez sur la carte, justement, que juste ici, vous voyez les sentiers. Là, il y a des différentes couleurs parce qu'il y a différents nombres de sentiers. Et si on approche, on peut aller avoir des informations aussi sur les panneaux d'interprétation qu'il y a sur le terrain. On peut connaître sont où les passerelles sur le territoire. Et aussi, on a un réseau de nichoirs. Donc, on pourrait aller voir si dans nos nichoirs, il y a eu de l'occupation. Là, la dernière fois qu'on a fait un suivi, c'était pour l'année 2020. Donc, en année 2020, il y avait un owl couronné dans ce nichoir-là. Donc, on a quand même beaucoup d'informations qui sont répertoriées sur la carte narrative, mais c'est aussi pour vous montrer que, nous, on souhaite partager toute cette information-là avec nos bénévoles, avec les membres de l'organisation. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard là, de l'importance du membership et de comment rallier les gens dans l'organisation. Donc, c'est aussi pour vous montrer l'outil, comment il fonctionne, puis jusqu'où on peut aller comme information. Au niveau de la préservation, pour les Marais du Nord, il faut voir ça comme une grande fierté. Je vous ai dit, on est à cheval entre la ville de Lac-de-Lage, la municipalité de Stoneham, le territoire de la ville de Québec, le secteur Lac-Saint-Charles. Il y a quand même de la population tout le tour, puis on a réussi à avoir une belle conservation, mais c'est surtout le fait que c'est des citoyens qui ont eu cette vision-là de conservation puis de mise en valeur. Aujourd'hui, c'est environ 35 000 visiteurs par année qui visitent les Marais du Nord, qui vont aller en sentier, en canot-rabasca, faire des activités d'animation, qui vont aller avec leur propre embarcation. Mais si on n'avait pas eu des citoyens visionnaires qui avaient dit il faut protéger, il faut mettre en valeur, éventuellement, il y aurait pu avoir des pressions diverses et ce milieu-là n'aurait pas été ce qu'il est aujourd'hui, connu et reconnu pour en fond, donner accès à un milieu naturel à 20 minutes de Québec. Donc, il y a plusieurs prix. Là, on parle des prix qui ont été gagnés. Aujourd'hui, je l'ai dit, là, il y a 8 km de sentiers
C'est aussi un paradis, bien, un milieu humide, souvent, ça dit que c'est un paradis pour la faune aviaire, mais il y a énormément d'oiseaux au Marais du Nord, souvent de passage. Au printemps et à l'automne, on a plus d'oiseaux qu'en plein hiver, par exemple. Donc, il y a environ près de 200 espèces là, qui ont été répertoriées dans la liste des oiseaux. Puis cette liste-là a été faite en collaboration avec le Club d'ornithologie de la Grande Région de Québec. Là. Donc, il y a beaucoup de partenariats qui se sont faits au fil du temps. On a aussi un volet historique. Là. Il y a eu de l'archéologie qui a été faite sur le territoire. Donc, j'en parlerai pas vraiment aujourd'hui, mais il y a aussi tout un volet important sur l'usage du territoire là, qui a été fait. Là. Il n'y a pas juste nous qui trouvons que c'était un beau coin. Il y a eu d'occupation depuis 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui ont trouvé que les Marais du Nord, c'était un beau secteur. Donc, au niveau de la gestion et du développement, comment ça s'est fait? Je vous dirais que tout le début de l'organisation, en fait, pas de l'organisation d'Agiro, mais surtout le développement, ça a été fait, je l'ai dit, par des citoyens, ça a été fait par du temps de bénévoles, par aussi, on est allé chercher beaucoup de financement à ce moment-là pour des jeunes en réinsertion à l'emploi, des programmes de réinsertion à l'emploi. Et aussi, les gens peut-être qui connaissent ou peut-être pas non plus, mais il y a fut une époque des redevances sur la coupe forestière où il y avait un pourcentage des revenus de coupe forestière qui devait être réinvesti dans la mise en valeur des milieux naturels. Donc, le développement des Marais du Nord s'est fait je dirais, les 10 premières années. Tout ce qui a pu être fait a été fait par soit des programmes provinciaux, fédéraux. Les municipalités n'ont pas investi dans le développement des Marais du Nord au début. Aujourd'hui, c'est différent, mais au début, vraiment, les programmes ont été d'aller chercher des sous aux différents paliers de gouvernement pour le développement. Et longtemps, ça a été de l'action bénévole aussi pour l'entretien. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est différent. Là, je pourrais vous expliquer un petit peu plus tard. Mais la fierté, dans le fond, c'est que quand il y a eu une inauguration, je disais que j'ai été engagée en 2000 pour développer ce secteur-là. En 2005, quand il y a eu l'inauguration, les gens qui ont été invités, dont des élus, un élu de la Ville de Québec a dit « c'est le plus gros aubaine qu'il ne peut pas avoir à Québec, sur le territoire de la Ville de Québec. On a un parc, ça ne nous a rien coûté. » Donc, la Ville de Québec était très fière à ce moment-là de dire qu'on avait développé un offre touristique puis que ça avait été fait de manière autonome. Comme je l'ai dit, 2000 à 2005, il y a eu le développement, mais à partir de 2000, quand j'ai été engagée, il y a eu une tarification qui a été mise en place. Ça ne pouvait plus rester un endroit où que c'était gratuit. On m'avait donné aussi comme mission de faire qu'on puisse rentabiliser. C'est dur, c'est facile de développer avec des subventions, mais après, il faut entretenir, il faut pérenniser, il faut assurer une surveillance. Donc, il fallait animer aussi. Donc, pour pouvoir faire tout ça, il a fallu mettre un coût. Il a fallu mettre une tarification en place. Et dès 2000, il y a eu une tarification qui maintenant est différente. Mais ça a quand même fait toute la différence. Je vais aussi l'expliquer parce que l'argent qui est dans le fond qui est reçu au Marais du Nord est tout réinvesti au Marais du Nord, mais il y a encore une fois une impossibilité de reconstruire des grosses passerelles. On a 800 mètres de passerelles et donc on a besoin encore d'aide pour la partie de reconstruction des grosses infrastructures. Pour ce qui est de faire tout l'entretien régulier, l'animation, la gestion, l'accueil, on est autonome, 100% autonome. La seule chose qu'on a besoin maintenant, c'est la Ville de Québec qui finance la reconstruction. C'est nous-mêmes qui faisons la reconstruction. On n'engage pas des firmes, c'est une équipe d'Agiro qui refait les passerelles présentement, puisqu'on était dans il fallait revoir l'ensemble des infrastructures après 15 à 20 ans. Souvent, ces infrastructures-là qui sont dans des milieux humides sont à refaire. Donc, présentement, les dernières années, c'est beaucoup ça
qu'on fait là, de reconstruire ces passerelles-là. Donc, les revenus sont importants des membres, sont importants des citoyens, puis c'est aussi d'avoir encore des partenariats qui sont importants pour la pérennité du site. Aussi, il faut comprendre que les Marais du Nord, je l'ai dit, c'est 2,8 km de territoire, mais on a fait un plan de mise en valeur qui ne va pas aller mettre en valeur le 2,8 km de territoire. On a seulement un tiers du territoire que les citoyens ont accès. Les visiteurs, dans le fond, sont concentrés dans un secteur, puis on laisse beaucoup de place aussi au milieu naturel, à la faune, à la flore, pour s'assurer d'une pérennité. On ne va pas aller partout. Il y aurait une difficulté incroyable d'aller dans des milieux plus tourbeux ou quoi que ce soit. Donc, on n'a pas l'intérêt. Depuis déjà 2005, on n'a pas agrandi. On a gardé depuis 2005 le même nombre de kilomètres de sentiers. On se renouvelle autrement avec des nouveaux panneaux, des nouvelles activités. Des fois, on va faire des activités très spécifiques dans certains secteurs. Mais pour nous, c'était important de faire que dans le grand territoire, que ce ne soit pas l'ensemble du territoire là, qui soit, dans le fond, utilisé par l'activité humaine. Je ne vous cacherai pas qu'on a des difficultés. Là, dans le secteur où il y a des gens, qu'il y a des citoyens, qu'il y a des visiteurs, il n'y a pas d'accès illicite. Là. Il n'y a pas de gens qui vont y aller en motoneige. Il n'y a pas de monde qui vont faire comme avant où on avait des dépôts de matériaux. Mais maintenant, dans les zones périphériques de ce territoire-là, qu'on va moins, l'hiver, il y a des gens qui veulent accéder en motoneige. On doit intervenir régulièrement avec la police pour contrôler ça. On a aussi des problématiques là, encore de gens qui viennent porter des déchets sur nos propriétés. Donc, des corvées annuelles sont à organiser et aussi une surveillance, une patrouille là, dans les secteurs qui sont pas utilisés par nos visiteurs. Là. Donc, les visiteurs ont fait réguler la situation dans les secteurs très autour, dans le fond, de l'accueil, tout ça. Mais à l'extérieur, il y a encore une difficulté. Puis, tu sais, je pense que ça, je ne suis pas la seule qui a des difficultés de surveillance là, de territoire. Au niveau des possibilités, là, je l'ai dit, on ne peut plus vraiment développer depuis 2005, mais on a toujours espoir. Ceux qui connaissent le parc linéaire de la rivière Saint-Charles, qui fait 32 km, qui part du centre-ville de Québec jusqu'au sud du lac Saint-Charles, on aurait espoir éventuellement un jour que le parc linéaire puisse monter jusqu'au Marais du Nord. Et puis, on aurait vraiment là, de la tête du lac Saint-Charles jusqu'à la ville de Québec un sentier. Donc, peut-être qu'un jour, ça va se réaliser. On ne le sait pas. Aussi, sur quoi on travaille des fois, comme là, je vous présente un outil technologique de sensibilisation. On a fait aussi des capsules dans les sentiers. On essaie de diversifier notre offre, mais comme je dis, il faut aussi réfléchir à notre impact sur le milieu naturel, à garder des milieux intacts. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas d'espoir de grand développement dans les prochaines années par rapport à faire des nouveaux sentiers ou quoi que ce soit. Par contre, on a des activités guidées en canot-ramasse-corde, on a des activités en sentier, on fait des rallyes, là, on a une activité pour la relâche. Donc, on fait des activités différentes régulièrement. On fait aussi des initiations à l'ornithologie, à la photographie. Il y a des activités aussi de chasse au Marais du Nord. Les gens connaissent peut-être pas cet aspect-là des marais, mais du fait qu'il y avait de la chasse qui était là avant qu'on arrive comme organisation, mais aussi parce que les règlements municipaux permettent la chasse dans le secteur, parce qu'à des endroits, on est à plus de 300 mètres des maisons. On a fait un plan de chasse à la sauvagine et avec l'Association des sauvaginiers de la Grande Région de Québec, et déjà depuis plus de 20 ans, on gère un plan de chasse, mais il y a très peu de chasse, mais on la gère pour pas qu'il y ait de problématiques entre les différents usagers. Là. On ne se le cache pas, ça fait des conflits d'usage entre les riverains, entre les photographes qui viennent pour photographier les oiseaux et les chasseurs, mais on doit, dans tous les cas, comme dans plein de milieux naturels, gérer les conflits d'usage.
Donc, je ne vais pas présenter tout le reste de la carte narrative. Là, je vais juste vous expliquer brièvement, si vous voulez aller voir la carte narrative. Le restant, ça explique un parcours immersif, c'est-à-dire que, dans le fond, au Marais du Nord, il y a des plaquettes avec des codes QR. Puis, les gens qui veulent aller au Marais du Nord peuvent cliquer puis avoir accès à des capsules qui, dans le fond, explique plusieurs choses. C'est moi qu'on entend parler, là. Donc, la première capsule, par exemple, c'est Bienvenue au Marais du Nord. Donc, j'explique plusieurs choses par rapport au milieu. Et donc, si ça peut vous inspirer pour d'autres milieux naturels, ben voici, là, on a fait un parcours qui, dans le fond, des capsules sur notre page web et aussi que les gens ont accès via leur téléphone. Donc, ça fait une animation guidée qui ne coûte pas très cher à faire puis qui est quand même intéressante pour les citoyens là, qui viennent souvent puis qu'ils n'ont pas la chance nécessairement de prendre des visites guidées. Puis comme je connais beaucoup le milieu, comme ça fait plus de 20 ans que je travaille, ben, j'ai quand même beaucoup de choses que je peux donner comme information. Donc, il y a aussi ben, sur la carte narrative, qu'est-ce qu'on voit au niveau du monde aquatique, le monde terrestre, le monde aérien. Puis aussi, ben, en fait, je vous invite à aller visiter les Marais du Nord. Donc, si vous n'êtes jamais passé, ben, vous avez notre site Internet. Vous avez beaucoup d'informations sur le site Internet, comment se rendre. Comme vous avez vu, c'est au nord du lac Saint-Charles. Il y a des sentiers pédestres, de la mise à l'eau, de la photographie. Il y a moyen de faire éventuellement beaucoup d'ornithologie au printemps et à l'automne. Et il y a de la location d'embarcation. Puis, ben, en fait, on a des bénévoles aussi, là, comme je disais, qui s'impliquent. Philippe, qu'on voit sur cette photo-là, c'est celui qui fait le suivi des nichoirs à Canard Arboricole, qu'il fait avec les citoyens. On fait des visites. Il y a 5 personnes chaque année qui s'inscrivent. Les gens peuvent s'inscrire pour aller entretenir avec Philippe les nichoirs. Donc, ça peut être aussi un moyen là, de faire que les gens les membres de votre organisation puissent s'impliquer. Puis nous, on trouve ça super important, puis je le dirai jamais assez. Ce qui a fait que les Marais du Nord sont ce que c'est aujourd'hui, c'est vraiment parce qu'on a un super membership. Il y a plus de 500 membres. Et c'est eux souvent qui, le soir ou les fins de journée, là, quand on n'est pas là, ils vont nous appeler ou vont nous dire s'il y a quelque chose ou vont même faire de l'autorégulation. Donc, tu sais, je pense que les membres doivent être impliqués dans tous les aspects là, de la vie associative. Puis, donc, c'est mon message et ça a été créé par des citoyens. Oui, il y a beaucoup maintenant d'employés chez Agiro qui travaillent pour faire de ce site-là ce que c'est aujourd'hui, mais il y a encore un aspect associatif, puis on souhaite le garder ainsi. Donc, ça fait pas mal le tour de ma présentation. Sûrement que j'ai été rapidement, puis qu'il y a des choses que j'ai peut-être pas dites, mais vous pouvez poser vos questions, là, puis on a quand même encore une bonne demi-heure devant nous. Oui, merci beaucoup, Mélanie, pour cette super belle présentation-là. Premièrement, la carte narrative, moi, je trouve ça vraiment super beau, là. Même au RMN, mon collègue, il voulait s'en inspirer de vos techniques parce qu'on trouve ça super bien fait, là. C'est vraiment beau. Oui, puis c'est ça, il y en a vraiment beaucoup. On en a qui sont sur des sujets comme agir sur la gestion des eaux pluviales ou sur les eaux usées, mais il y a aussi sur des rivières, la rivière Nelson ou c'est ça, la rivière Jaune ou encore sur des lacs, le lac Beauport, le lac Durand. Donc, il y a plein de possibilités avec ces outils-là. Puis, on pense que pour justement les organismes comme le nôtre, là, ça fait vraiment la différence pour vulgariser les informations. Oui, effectivement, super bel outil. Je rappelle aux gens, si vous avez manqué des petites informations, l'enregistrement va être disponible sur notre chaîne YouTube cet après-midi, donc vous allez recevoir un lien par courriel. N'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte questions ou dans la boîte de chat aussi, on va pouvoir y répondre. On avait une première question, Mélanie, qui demandait comment vous assurez-vous de la non-contamination par les embarcations externes? En fait, nous, c'est juste des canots puis des kayaks, là.
des paddleboards. Là. Fait que ça, c'est sûr que c'est la chose qui différencie quand c'est des bateaux, des gros bateaux avec des moteurs. On a regardé souvent, on a assisté à beaucoup de conférences, même à l'international. C'est souvent les moteurs puis les bateaux avec des balastres là, avec de l'eau à l'intérieur qui vont transporter d'un lac à l'autre. On n'a pas cette réalité-là. Les bateaux à moteur à essence sont interdits sur le lac Saint-Charles. Donc, c'est seulement des petites embarcations. Mais je vous dirais qu'on a du mériophile IP au lac Saint-Charles. Ça n'a pas été introduit directement sur le lac Saint-Charles. Ça a été introduit, on voit sur, je ne sais pas si on voit encore la carte narrative, mais le lac de l'Age est juste au nord. Et ça a été introduit au lac de l'Age il y a plus de 20 ans, le mériophile, puis ça a été haché, ça a flotté vers le lac Saint-Charles, ça a été introduit ensuite. Puis on ne sait pas exactement comment il a été introduit au lac de l'Age, mais est-ce que c'est un aquarium? Est-ce que ça fait vraiment longtemps qu'il y en a? Mais les problématiques de plantes aquatiques et d'espèces invasives nous inquiètent. Puis il y a des panneaux d'interprétation qui sont en élaboration pour que cette année, ça soit implanté dans les différents sites, dont les marais du Nord. Mais oui, c'est une problématique, mais quand même moins pire que les endroits où ils ont des bateaux à moteur là, qui hachent tous les herbiers puis que ça se met dans les hélices et tout ça. Avec les canots, les kayaks, les paddles, c'est un peu plus difficile, mais on va quand même sensibiliser les gens de faire attention, de faire des inspections visuelles. Super, merci. On avait une autre question. Probablement, merci. Quel outil génial pour présenter les milieux naturels, effectivement. Est-ce que vous avez déjà fait des inventaires exhaustifs de la faune et de la flore ou est-ce que vous appuyez plus sur la science citoyenne et les observations des visiteurs? Deuxième section, est-ce que vous avez déjà fait un BioBlitz et sinon, est-ce que ça serait un projet qui serait envisageable pour vous? En fait, on fait les deux. On a fait là, de la caractérisation nous-mêmes pour certaines choses. Là, on a donné déjà un mandat pour la flore. Là. Il y a eu un mandat qui a été donné, puis nous, on en a fait une partie. Puis la même chose que pour certaines caractérisations comme les micro-mammifères. Il y a eu nous-mêmes, on en a fait, mais oui, la science participative pour nous, c'est super important. Puis on va continuer toujours à en faire. Puis oui, les BioBlitz, ça pourrait être une idée. Là, pour l'instant, ça ne l'a pas encore été. Je dirais que les 2 dernières années, là, il y a beaucoup de choses qui ont été mises sur pause. On a des collaborations avec tellement de monde. Là, donc, présentement, il y a un plongeur aussi là, qui travaille avec nous pour regarder ce qu'il y a dans le milieu en dessous de l'eau, finalement. Donc, il y a beaucoup de collaborations. Puis, je pense qu'on va continuer à faire un mélange des deux. Puis, justement, avec les ornithologues, là, le fait que c'est les ornithologues qui font la liste, la liste s'améliore toujours. Je ne suis pas sûre que si nous, on y allait à des périodes, on le fait aussi, là, mais je pense que c'est encore mieux parce qu'ils sont encore plus présents que nous, je pense, sur le territoire, les citoyens. Mais en lien avec ça, justement, les collaborations que tu parles, est-ce que ça serait envisageable pour vous d'avoir des offres pour réaliser des activités de formation avec les étudiants de l'université, par exemple la botanique, la délimitation de milieux humides? Oui, on le fait. Nous, on participe beaucoup, là, puis la petite histoire de cette conférence-là, c'est que je donne une conférence dans un cours sur la gestion des parcs à l'Université Laval dans le cadre de la formation en aménagement du territoire. Donc, je me suis dit que tant qu'à la faire, je peux la partager. Puis oui, on a plein de collaborations, puis il y a d'autres collaborations qui peuvent être envisagées là, dans le cadre de cours, que ce soit, des fois, c'est aussi avec des techniques. Donc, on a une grande ouverture là, pour collaborer avec des universités et des cégeps, puis on le fait à travers, même on a des collaborations avec l'Allemagne, la France. Donc, on est très ouvert à des collaborations. Ouais, parfait, super. Une autre question, est-ce que vous avez déjà eu à vous questionner sur la quantité de personnes qui fréquentent le site et l'impact du nombre de visiteurs sur le milieu, ainsi ou sur l'expérience des visiteurs? Oui. Les 2 dernières années, je ne pense pas qu'on soit différent de tout le monde. Là. On a tous vécu cette pression-là. En fait, on l'avait très ponctuellement à l'automne. On avait quelques fins de semaine d'automne où c'était déjà comme critique, comme
pas mal tout le monde, je pense, là, qu'on vit des deux, trois fins de semaine d'automne difficiles, là, mais là, avec la pandémie, c'est certain que ça a été une problématique, notamment la mise à l'eau. La mise à l'eau des embarcations, l'année passée, on a calculé entre avant la pandémie et ce qui s'est passé en 2021, on avait une augmentation de 271 %. C'est les paddleboards là, qui nous ont pas aidés, je pense, dans ce constat-là, là, mais on va contingenter, là, on voulait pas se rendre là, dans le sens qu'on donne accès à un milieu naturel, c'est pas pour le contingenter, mais on n'aura pas le choix cette année. Là. On a mis une structure en place de réservation en ligne pour en fait, pour tout, on l'a mis en ligne pour tout. Pour l'instant, on pense qu'en sentier, on est capable de s'en sortir sans avoir à faire ça. Mais pour ce qui est des mises à l'eau, il va falloir contingenter. Là. Je sens que ça ne sera pas nécessairement toujours agréable pour les préposés à l'accueil, mais on n'a pas le choix pour la conservation du milieu naturel, pour l'expérience client. On s'est fait dire que c'était pas de même avant, mais c'est vrai que c'était pas de même avant. Puis la pandémie n'a pas aidé. Puis une des choses que moi je dis puis je répète, c'est qu'il manque de milieu naturel. On l'a vu, puis qu'il faut en créer d'autres, puis il faut avoir des sous pour en créer d'autres. Donc, il faut continuer à se battre là-dessus sur le fait qu'il faut ouvrir d'autres secteurs comme les Marais du Nord. Je pense que c'est très proche. C'est un beau milieu naturel, mais c'est proche des gens. Fait que ça donne accès facilement aussi. C'est pas à 1 heure du centre-ville, c'est à 20 minutes du centre-ville. Donc, il faut en avoir plein d'autres milieux comme ça à 20 minutes du centre-ville. Oui, effectivement, c'est quand même assez intéressant. Puis, effectivement, l'expérience du visiteur est affectée s'il y a plus de visiteurs aussi. Tu sais, je pense qu'on ne sera pas nécessairement contents là, si on met une contingention, mais en même temps, pour ton expérience personnelle, c'est mieux aussi quand c'est plus libre, quand il y a moins on essaie de trouver, on a essayé beaucoup de dire aux gens, venez le matin tôt, venez en fin de journée, venez pas tous entre 11h et 2h, mais difficile de faire que les gens ne viennent pas tous en même temps. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va faire qu'il va y avoir des plages de réservation pour s'assurer que ça soit décloisonné dans la journée et que les gens ne viennent pas tous à la même période. Donc, c'est ça. Ça va sûrement améliorer l'expérience client. Ça va sûrement aussi s'assurer de la préservation du milieu aussi. Là. Puis, peut-être que la pandémie va finir puis que tout va se rétablir, mais on a peur que ça ne soit pas le cas là, du fait qu'il y a beaucoup de monde qui se sont initiés au milieu naturel, au paddleboard. Donc, on garde espoir qu'un équilibre va se refaire. On est en train de le voir, nous, pour les sentiers présentement, où c'est vraiment moins important comme achalandage que les 2 dernières années. Est-ce que ça va rester? Je ne sais pas. Là, on va le voir aussi avec la relâche. Là. On suit ça. On a aussi mis un compteur dans les sentiers là, pour voir les utilisations hors de nos heures d'ouverture parce que on ouvre des heures, mais les gens ont accès quand même. Fait qu'on regarde la fréquentation en dehors de nos heures aussi. OK, parfait. Mais justement, dans cette lignée-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande si vous aviez une mesure sur à quel point les codes QR dans les sentiers sont utilisés sur vos panneaux d'interprétation? Est-ce que vous aviez des statistiques sur ça? On pourrait sûrement, mais là, présentement, je ne le sais pas. Mais on a des panneaux d'interprétation, mais on a aussi les codes QR. Puis, mais c'est sûr qu'on pourrait vérifier avec la fréquentation de ce que ça engendre comme fréquentation sur notre site Internet, mais je ne l'ai pas présentement, je ne suis pas capable de vous le dire. Mais si la personne veut m'écrire, je pourrais regarder sans problème les statistiques là, du site web pour voir si on le sait. Là. Mais je vous dirais que d'après moi, c'est plus utilisé ça a été utilisé surtout dans le cadre, on fait des animations aussi, là, fait qu'il y a des réponses des fois, comme les rallyes, par exemple, là, il va y avoir des réponses qu'il va falloir qu'ils fassent, qu'ils ouvrent le code QR puis qu'ils écoutent pour avoir la réponse. Donc, il y a moyen de faire aussi, comme je disais, il y a un rallye pour la relâche, de faire des activités puis d'inciter les gens, parce que des fois, les gens ne les voient même pas mais oui, ça s'est utilisé, à savoir si c'est beaucoup utilisé. Je ne peux pas vous le dire pour l'instant. On ne sait pas pour le moment. C'est bon. Prochaine question. Y a-t-il des mesures spécifiques pour une utilisation durable de ces milieux? En fait, c'est vrai que j'ai passé très vite là-dessus. Là. C'est sûr que
chaque fois qu'il y a eu des passerelles qui ont été mises en place, il y a des demandes de certificat d'autorisation au ministère ou des autorisations gouvernementales qui sont faites, des demandes de permis. Et aussi, tout le bois qu'on a utilisé, c'est du bois de cèdre non traité. Il n'y a aucun traitement. J'ai vu beaucoup d'endroits où ils utilisent du bois traité pour les passerelles. Nous, c'est un choix puisqu'on est en amont d'une prise d'eau. Est-ce que ça dure pas longtemps? C'est vrai que le bois est souvent fini après 15 à 20 ans maximum, du fait que justement, il n'y a pas de traitement. Donc là, on réutilise du bois, mais c'est vraiment un choix qui a été fait. Puis on a eu des discussions pour changer là, avec les nouvelles techniques, puis on n'est pas encore arrivé à un choix d'utiliser du bois traité. Donc, il y a ça, l'aspect de choisir tes matériaux, puis d'avoir une durabilité dans le temps, puis de t'assurer aussi que nous, on s'assure que l'endroit où on s'approvisionne pour le bois, qu'il renouvelle, qu'il replante, qu'il régénère la forêt de cèdre. On le prend au Québec, là, on ne prend pas du cèdre de l'Ouest. Donc, il y a beaucoup de choix de développer, de discussions aussi là, sur l'employabilité. On engage les gens du secteur. Il y a l'aspect social, là, comme il y a toutes les trois, le social, l'aspect environnement, puis économie, on essaie d'équilibrer tout ça. Puis, je dirais qu'on essaie, l'affaire qu'on essaie le plus, c'est d'avoir le moins d'impact sur l'ensemble du milieu naturel, puis de laisser de la place à la faune. L'équilibre, là, puis ça, c'est tout le temps fragile parce que notamment quand les usagers, on a beau leur expliquer qu'il y a des périodes de nidification, puis qu'il ne faut pas s'approcher des huards, par exemple, quoi que ce soit, on n'est pas là tout le temps en permanence. Donc, il y a un équilibre qui est difficile entre l'usage de l'humain, puis le fait qu'on rende accessible, on pense que c'est important parce que c'est un volet sensibilisation, éducation, que c'est une richesse, la prise d'eau potable, là, que c'est un lac réservoir à 20 minutes, puis c'est une richesse qu'il faut protéger. Donc, on pense que c'est super important que les gens l'aiment pour le protéger, ce milieu-là, mais en même temps, il faut garder un certain équilibre. Là. Fait que, comme je disais, c'est des discussions sans cesse sur comment faire pour garder cet équilibre-là, puis comment faire pour ne pas avoir trop d'impact, mais moi qui visite beaucoup de milieux naturels, je dirais qu'on a été beaucoup moins impacté que bien d'autres milieux naturels du Québec par la pandémie. Là. On a quand même fait de gros efforts pour faire la sensibilisation, avoir des employés sur place, tout ça, puis nos sentiers ont été moins saccagés que bien d'autres endroits. En tout cas, j'ai pleuré presque à certains endroits où j'ai vu comment les milieux ont été maganés. Puis les réseaux sociaux n'ont pas aidé non plus. Là. On a, nous, essayé de contrôler aussi beaucoup l'aspect médias sociaux pendant la pandémie parce que plus que tu parles de ton milieu, ben, plus que des gens. Donc, il faut contrôler cet aspect-là aussi, là, je pense. Oui, effectivement. C'est ça, comme tu le mentionnais tantôt, je pense que la surveillance aussi, c'est vraiment un enjeu pour tous les organismes de vraiment faire respecter aussi une fois que les utilisateurs sont là, même si justement l'objectif c'est d'en profiter, mais des fois il y a des petits écarts. Effectivement. On avait une prochaine question. Est-ce que vous pourriez nous donner un ordre de grandeur du coût relié aux capsules narratives? En fait, on parle des cartes narratives, j'imagine. C'est que, donc, premièrement, nous, ça dépend si les gens ont Esri ou pas. Là, si on ArcGIS, là, nous, on a ce logiciel-là. Il était déjà offert dans le forfait qu'on avait déjà. Fait que ça ne nous coûte rien. Puis le développement, il est fait à l'interne. Je vous dirais que il faut avoir les bonnes personnes pour le faire à l'interne. C'est beaucoup d'apprentissage au début, de comprendre comment ça fonctionne, mais une fois que les gens sont habitués, puis que c'est des gens qui ont déjà travaillé avec l'outil avec ArcGIS, ça peut aller relativement bien et vite, mais il faut avoir le contenu. Là. La carte qu'on nous a présentée, ça a été 3 semaines d'une personne à temps plein. Puis c'est sûr qu'on fait des mises à jour, puis que moi, j'ai collaboré aussi, puis tout ça, puis qu'on avait du contenu. Là, on a fourni du contenu. Fait que si on a tout le contenu,
que la personne est habituée, ça peut aller vite, mais les premiers temps, on a galéré à savoir par où on commence. Puis je vous dirais que ça prend de faire un texte à l'extérieur, faire tout notre contenu, d'avoir tout le contenu, puis de s'être pratiqué avant d'en faire une première parce que c'est ça là, puis à la limite, je dirais que nous, on a fait aussi de la formation. Là. Il existe la formation de la compagnie Esri qui fournit de la formation, mais il faut se faire la main, puis après ça, ça se passe bien. Ouais, mais disons-nous que je dirais pas de montant, là, parce que disons 3 semaines de temps, plus en temps là, pour faire une carte narrative à temps plein. Puis plus l'outil là, qui nous, comme je disais, on a un contrat avec cette compagnie-là pour les organismes, à cause qu'on est un organisme à but non lucratif. Là, donc, ça ne coûte pas très cher par année. Là, on peut se faire reconnaître comme organisme si on a un statut. Oui, justement, je pense que ça répondait à une autre question aussi de vous n'avez pas eu besoin de faire appel avec un expert en géomatique, ça a vraiment été développé à l'interne, puis vous avez réussi. Ouais. Une fois qu'on se familiarise pas mal avec le logiciel, finalement. Bien, en fait, j'ai parlé quand même rapidement d'Agero, mais on a une équipe d'employés, d'une vingtaine d'employés chez Agero, plus on est à peu près 30 l'été, donc on est quand même un organisme avec une équipe pluridisciplinaire, donc il y a beaucoup de personnes qui sont habilitées à travailler avec cet outil-là. Puis on a fait de la formation. Là, donc, si vous allez sur notre site Internet, vous voyez l'équipe. Il y a quand même beaucoup de monde qui travaille chez nous. Là, puis il y a Mélanie Jean, que certains connaissent pour ses photos, qui, elle, travaille notamment ses cartes narratives, mais qui est aussi photographe. Donc, c'est pour ça qu'on a des belles photos comme ça dans nos cartes narratives. Ouais, vraiment super belle. Mais Mélanie Jean, elle est géographe, puis elle fait de la photographie. Donc, comme je dis, ça prend un profil de personne pour faire ça. Avec plusieurs flèches à son arc. Ouais. Si on veut mettre en valeur une réserve naturelle privée, par quoi devrions-nous commencer? En fait, ça prend un plan de mise en valeur. Il faut savoir où on va, là, puis ça prend un plan de match, puis c'est vraiment ça, c'est de bien connaître, de bien caractériser ton milieu, puis nous, on l'avait aussi fait en collaboration à l'époque avec l'Université Laval. Là, il y avait eu un partenariat dans le cadre d'un cours pour voir les potentiels de mise en valeur. Mais c'est vraiment de savoir où on s'en va, de qu'est-ce qu'on veut faire, puis de vendre. Nous, ça a été ça, hein? Ça a été de vendre le projet aux élus de la région, aux fonctionnaires. Puis nous, je me rappelle au début du haut de mes 22 ans, d'avoir dû faire un plan d'affaires. On avait fait un plan de mise en valeur, j'ai fait un plan d'affaires, un plan de communication. Donc, c'est beaucoup de prévoir, de planifier. Puis, le plan d'affaires, c'était pour aller vendre justement aux bailleurs de fonds. Là, je vous dis, on a fallu faire un bâtiment d'accueil, il a fallu avoir une installation septique, un puits artésien, etc. Ça coûte beaucoup de sous. Fait que ça a été d'aller chercher des fonds à partout. Là, à l'époque, il y avait il y avait des conférences régionales des élus, puis il y avait des CLD. Là. Il n'y a plus ça maintenant, mais il y a encore des fonds régionaux là, pour le développement. Donc, mais je pense que sans plan, tu peux pas. Il n'y a pas personne qui va nécessairement te faire confiance. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut mettre en valeur, combien ça va coûter, puis comment après on va pérenniser ça. Hein. C'est la différence qu'on a, je pense, avec beaucoup d'endroits, c'est que le fait qu'on assure une pérennité, les gens ont confiance de nous donner de l'argent parce qu'ils savent que ça va encore exister puis qu'il va y avoir que ça va être encore bien entretenu puis qu'il n'y aura pas de laisser aller. C'est la grosse différence là, du fait qu'on a mis une tarification puis qu'il y a un revenu autonome puis tout ça, ça assure c'est ça, la pérennité. Je pense que c'est le mot-clé pour toute demande de subvention aussi, là, de dire on va assurer parce que il y a beaucoup de sentiers au Québec qui se sont faits puis qu'après, ils ont été abandonnés par leur milieu, là, que ce soit dans les sentiers Trans-Québec, tout ça.
je pense que c'est ça, il faut prouver qu'on est un bon gestionnaire puis qu'on va être capable de garder ça en vie pour longtemps. Oui, effectivement. Mais je pense justement, tu sais, c'est quand même rare aussi un organisme qui gère tout ça comme vous le faites, au complet, comme tu me disais hier. Il y avait la CEPAC, là, normalement, qui le fait, mais en termes d'organisme, vous êtes quand même assez unique de ce côté-là. En fait, ce qui est différent, je dirais, c'est que souvent, c'est les municipalités qui ont pris en charge ou les MRC qui ont fait des parcs régionaux. Il y a des organismes qui sont liés, mais nous, c'est venu de la base, c'est pas venu des municipalités, puis le gouvernement du Québec, tu sais, comme genre, on est allé chercher à travers les programmes, puis tout ça. Mais tu sais, ça souvent, c'est la pérennité, c'est la durée dans le temps, c'est que ça finit des fois, les organismes s'essoufflent, puis que là, c'est donné finalement à une municipalité. Nous, on a une collaboration, mettons, comme juste pour vous donner un exemple, la ville de Lac-de-L'Âge, qui est très petite, là, qui a 600 habitants, mais il déneige notre stationnement l'hiver. C'est une petite collaboration, mais ça coûte quand même des sous là, déneiger. Donc, ça nous enlève ce poids-là. Puis eux, c'est à côté, fait qu'ils font juste un petit détour pour déneiger. C'est des collaborations comme ça qui font qu'on a réussi à faire qu'il y ait une pérennité dans le temps. Puis, mais tu sais, on n'est pas dépendant, là, tu sais, je pense que ça aussi, c'est la fierté des gens qui l'ont fait, mais c'est aussi un modèle souvent que les municipalités aimeraient avoir chez eux. Tu sais, nous, on se fait souvent appeler comme, justement, combien ça coûte, puis tout ça, mais ça prend des gens motivés, là, puis tu sais, moi, je suis arrivée, puis il y avait déjà des gens motivés, là, je veux pas dire, tu sais, moi, je suis motivée, là, j'ai eu un fort caractère, tout ça, mais il faut aussi qu'il y ait eu une bougie d'allumage de citoyens. Là. Donc, ça prend des gens motivés, mais c'est possible. Mais je fais un peu du pouce sur ce que tu viens de dire. Justement, là, cet après-midi, pour les intéressés, on a une formation exemple de cas aussi sur comment bien développer les collaborations avec les municipalités. Donc, l'exemple de la Fondation City, de la Société de protection foncière de Sainte-Adèle, s'il y en a qui veulent assister, c'est à 14 h. Donc, je crois que c'est aussi effectivement bien important de développer des bonnes collaborations, effectivement, pour comme tu dis, assurer la pérennité de nos projets, c'est le plus important. Il y avait quelqu'un qui se demandait justement si vous aviez des taxes à payer à la municipalité. Oui, mais pas sur nos terrains. Là. Nos terrains sont exemptés de taxes pour ce qui est des réserves naturelles. En fait, à Québec, on a des enlieux de taxes sur la partie de réserve naturelle parce que là, je l'ai dit, on est à cheval entre Lac-de-L'Âge, Stoneham puis Québec. Donc, nos terrains à Québec, la ville, on est exempté, mais on paye des enlieux de taxes. À Stoneham, on est aussi exempté, mais on ne paye pas d'enlieux de taxes pour nos terrains, mais on en paye pour le pavillon d'accueil qui, dans le fond, il y a des services de poubelle notamment, là, tout ça, fait qu'on paye un petit montant pour qu'ils viennent chercher la récup, le compost, les poubelles. Donc, c'est ça mais on ne paye pas des gros montants du fait qu'on a le statut de réserve naturelle en milieu privé. Puis aussi, pour le pavillon, on est allé chercher le statut là, d'exemption de taxes du fait qu'on est un milieu éducatif. Fait que, on s'est entendu avec la municipalité, comme je disais, pour un petit montant, là, pour au moins le service d'ordure. OK, parfait. Ouais, pour assister à la formation de cet après-midi, en fait, c'est sur notre site internet, rmnat.org. Vous allez pouvoir trouver dans la section formation, là, il va y avoir le lien pour vous inscrire. Je ne sais pas si on avait d'autres questions. Non, Mélanie, c'était vraiment très complet et très intéressant. Merci beaucoup pour ce partage. Si d'autres, en fait, souhaitent partager, comme Mélanie, des bons coups, des partages d'expériences comme ça, c'est vraiment pour ça qu'on offre les midis conservation au grand public. C'est pour faire connaître le milieu de la conservation volontaire, partager les bons coups à travers le réseau. Donc, n'hésitez pas à nous inscrire info@rmnat.org, justement, si vous avez d'autres questions ou des trucs à nous partager. L'enregistrement va être disponible sur la chaîne YouTube, comme j'ai mentionné tout à l'heure. S'il n'y avait pas d'autres questions, je conclurai là-dessus. Merci beaucoup, Mélanie, pour ton temps et ta présentation. Merci à vous de l'opportunité aussi de partager notre expérience. C'est à nous que ça fait le plus plaisir. Donc, merci à tous les participants
pas mal pour vos questions aussi, pour votre participation. Puis on se retrouve le mois prochain pour le Midi Conservation sur le paysage humanisé de l'île d'Isard. Sinon, on a d'autres formations toujours sur notre site internet rmnat.org/formation qu'on vous invite à visiter. Donc, merci beaucoup. Merci. Bonne journée.